Bonjour tout le monde, on va donc commencer aujourd'hui le deuxième jour de la formation. Hier, nous avons travaillé sur la catégorie enveloppe. On a vu comment on peut récupérer des points, comment on peut améliorer les performances thermiques de l'enveloppe et surtout aussi de considérer les matériaux, l'éco-construction et les toitures vertes. Et hier, c'est-à-dire dans le cadre de Grand Smed, on a vu comment on peut collecter au maximum, c'était 191 points. Maintenant, on va continuer sur les autres catégories. On va commencer le matin avec les sites verts. Donc, les sites verts nous permettent effectivement de calculer, de trouver quelques points concernant la position des bâtiments, où ils se trouvent par rapport aux infrastructures existantes, comment on choisit le site, et ainsi de suite. Le parking des voitures, puisque aussi c'est très important de prendre en considération tout l'espace, pas seulement donc à l'intérieur du bâtiment, mais aussi à l'extérieur du bâtiment, autour du bâtiment. On va travailler aujourd'hui sur quelques indicateurs qui nous permettent de mettre en place des mesures. Ces mesures sont dans le sens d'obtenir finalement un bâtiment vert au green building. Alors la première chose, c'est les sites verts. C'est quoi les sites verts, les sites durables? Pourquoi donc on doit choisir un site durable? Et comment sélectionner ce site pour un bâtiment vert? Et quels facteurs entrent en jeu lors du choix d'un site? Et quels sont les principaux objectifs de la planification d'un site durable? Voilà, donc les sites verts, il y a le site qu'on appelle prédéveloppé, puisqu'on peut 6 indicateurs qui sont considérés dans le cadre de. Il y a le site prédéveloppé. Qu'est-ce que ça veut dire, site prédéveloppé? On va le voir après. Ça veut dire on peut notre bâtiment, on va le mettre sur un site. Ce site, il faudrait le choisir. Il peut être dans une ville, il peut être à proximité, il peut être éloigné. Et le problème, c'est que lorsqu'on va choisir un terrain qui n'est pas développé, qui n'est pas prédéveloppé, qui ne possède pas d'infrastructure, il faudrait donc créer des routes, des chemins pour arriver. Peut-être le site se trouve des végétations, une terre agricole ou une forêt, il faudrait l'éliminer. Donc, il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas d'eau potable, il faudrait tout faire ça. Donc, ceci devrait être pris en considération. Si le site est prédéveloppé, ça nous facilite les choses et on aurait moins d'impact sur l'environnement. Voilà. Les infrastructures existantes, c'est la même chose. Il y a assainissement, il y a autres réseaux, et autres réseaux d'infrastructures qu'on a besoin. Proximité des services de base. Le bâtiment aussi, pour les occupants, ils ont toujours besoin de certains services, donc, comme dans n'importe quelle ville, aller amener les enfants à l'école, aller dans un magasin, acheter des choses, aller dans une pharmacie. Ces déplacements, comment vont se faire? Si le bâtiment ou le logement, il est loin de tout ça, et on devrait donc prendre la voiture, et ça nécessiterait donc un transport, plus de transport, et des émissions de gaz à effet de serre à cause de ceci. Lorsqu'on est à proximité de ces services, on se déplace moins, ou on peut se déplacer à pied ou autres moyens qui sont moyens écologiques de transport. Les plantations sur site, c'est très important. On sait actuellement que dans la majorité des villes, on manque d'espace vert. Et si on manque d'espace vert, le béton, il emmagasine la chaleur et en plus, le béton, il émet cette chaleur et on obtient des températures au-dessus des villes beaucoup plus importantes que celles à proximité. Ceci nécessiterait plus de climatisation, ceci donc nécessiterait plus de consommation d'énergie. Et aussi pour d'autres raisons, l'espace vert est très important pour l'homme. Donc, les bâtiments, on devrait donc dire aux gens, même si votre bâtiment est construit en ville,
il faudrait prendre en considération les plantations. On peut planter des arbres, on peut planter tout autour de bâtiments, dans l'espace qu'il y a à côté de maison, de bâtiments. Même si on va utiliser l'espace pour les parkings des véhicules, la façon dont on choisit de construire ces parkings peuvent être écologiques et peuvent donc être, il y a des plantations. Donc on va dans ce sens-là. Et bien entendu, tout ça, on doit le prendre en considération. Chaque indicateur, il y a des solutions pour le réaliser, et la façon ou la solution choisie nous conduit à cumuler des points. Donc c'est une chose. Et là, je dis aussi, ce qu'on fait dans GrassMed, il se trouve dans la majorité des rating systems, des Green Building Rating Systems, c'est-à-dire des systèmes de certification verte du bâtiment. Ça existe. C'est la façon comment on peut considérer le nombre de points, et voilà. C'est ça l'idée. Donc, vous voyez, quels sont les moyens ou quels sont les moyens de mesure qu'on utilise pour le site prédéveloppé. C'est le pourcentage du site qui est prédéveloppé, c'est-à-dire lorsqu'on a construit sur un terrain complètement prédéveloppé où il y a en partie, donc le pourcentage nous donne des points. Si le site n'est pas prédéveloppé, on ne gagne pas des points, donc c'est ça. Et il y a le deuxième, c'est l'infrastructure existante. On va prendre en considération l'existence de ces infrastructures et en fonction de l'existence, on peut obtenir des points. Et la proximité des services de base, sur le plan, actuellement sur Google Maps ou autres, on peut facilement trouver le terrain et trouver qu'est-ce qu'il y a à côté. On regarde quels sont les services qui sont indispensables pour un bâtiment résidentiel, par exemple une pharmacie, une boulangerie ou une banque ou ainsi de suite. On peut calculer sur les plans la distance, et lorsque la distance elle est inférieure à 400 ou 500 mètres ou tout ça, on gagne des points. Donc c'est facile, sur l'emplacement du bâtiment, on peut gagner des points. Et finalement, on a les plantations. La plantation, c'est quelle est la surface qui est autour de la construction qui est plantée. Plantée avec des plantes vertes, ça peut être des arbres, ça peut être des gazons, ça peut être, mais il faudrait absolument éviter ce qu'on appelle le béton. Parce que le béton, ça emmagasine la chaleur et ça ne rentre pas dans la catégorie verte. Donc, cette surface qu'on calcule autour du bâtiment, la surface qui a reçu des plantations par rapport à la surface totale qui se trouve autour du bâtiment, c'est le pourcentage, nous permet de prendre des points. Et les parkings, on favorise pour garer les voitures de mettre des parkings en dessous du bâtiment. Pourquoi? Pour ne pas occuper des places à l'extérieur et pour garder cet espace qui est autour du bâtiment pour une plantation verte. Donc, dans cette catégorie ou dans cet indicateur, il faudrait voir combien de places d'emplacement parking il y a au-dessous du bâtiment et combien de voitures sont garées à l'intérieur par rapport au nombre de véhicules total qui vont se garer. Donc si on arrive à faire 100% au-dessous du sol, c'est bon. Mais il y a toujours impossibilité donc, de mettre tous les véhicules en dessous. On peut les mettre à l'extérieur, mais à ce moment-là, la nature du parking, la nature de la construction de parking est prise en considération. C'est-à-dire, si on fait de béton, on gagne rien, mais si on fait des pavés et des gazons, donc, qui permettent effectivement donc, de rendre le terrain autour de l'habitation qui est acceptable ou qui est utilisable pour garer les véhicules, mais en même temps, il n'est pas en béton, c'est-à-dire il y a des gazons et des pavés, c'est bon. Le cas échéant, il faut couvrir ce parking, c'est-à-dire pourquoi il faut le couvrir, ce parking? Parce que comme on a parlé hier, on a parlé que les toitures normales emmagasinent de la chaleur et on a parlé hier qu'il y a des matériaux qui a une réflectance importante qui permet, une peinture plutôt, qui permet de rendre les toits frais. Et ceci, la même chose, on peut donc
considérer ces parkings avec ce genre de peinture, avec une couverture peinte avec ce qu'on appelle ce genre de peinture qui a une réflectance très élevée et qui permettrait d'avoir aussi cette couverture fraîche. Bien entendu, actuellement, les choses se développent dans notre sens, puisque, comme vous le savez, actuellement, le photovoltaïque, les prix des panneaux photovoltaïques ont chuté ces dernières années, et ça devient de plus en plus maintenant rentable de produire sa propre électricité. Donc aussi, les parkings extérieurs pourraient être couverts par des panneaux photovoltaïques. En même temps, c'est utile pour la production de l'électricité du bâtiment. Et de notre côté, ça permet de créer de l'ombre aussi et éviter ce qu'on appelle emmagasiner la chaleur dans le béton. Donc tout ça devrait être pris en considération. Vous voyez, donc, on parle des petits détails, mais tous ces petits détails cumulés, ça pousse le concepteur des bâtiments à réfléchir, pas seulement à l'enveloppe, à l'isolation et tout, à tous les aspects qui permettent d'obtenir des bâtiments durables, ce qu'on appelle, ou bâtiments verts quand on parle de bâtiments durables. Bien, le concepteur, à ce moment-là, il a le choix entre différentes solutions, et chaque solution, elle est pondérée avec un score en nombre de points. En cumulant le nombre de points, il obtient une note. Cette note, en fonction donc du pourcentage de note maximale qu'on pourrait obtenir, alors, il pourrait voir que son bâtiment, il peut être considéré comme un bâtiment vert ou durable dans le cadre du système de labellisation GRASMED. Mais comme vous avez vu, si on prend en considération tous ces éléments et si on veut utiliser un autre système de certification nationale, que ce soit dans le futur Ecobinayat, par exemple, au Maroc. Mais tous ces points-là, toutes ces solutions, ce sont des solutions qui conduisent à un bâtiment durable à temps vert, mais la façon de compter les points, c'est différente. Donc, GRASMED vous oriente vers les bonnes solutions. Les notes que vous devez donc prendre dans GRASMED, donc, vous permettent de connaître la classification de bâtiments verts dans GRASMED, mais en même temps, si vous voulez utiliser ces mêmes mesures que vous avez utilisées, que vous avez choisies pour GRASMED, si vous les utilisez pour Ecobinayat, ces mesures, certainement, ils vont vous conduire à obtenir des points dans Ecobinayat, mais le comptage, il est tout à fait un peu différent. Voilà, mais l'objectif, il est le même. Notre objectif, c'est de favoriser et de diffuser les bâtiments durables. Voilà. Dans le cours, je vais le faire d'une façon assez rapide, puisque tout va être dans les slides. Et simplement, mon objectif, c'est que le concept de ce qu'on a parlé, de tout ça, soit compréhensible pour vous. C'est ça qu'on a. Voilà, donc qu'est-ce qu'un plan de site durable? C'est la planification et conception de sites sont essentielles lors de la création de bâtiments verts. Donc là, on nous oblige à réfléchir dès le début à l'emplacement du bâtiment. Donc ça, le bâtiment vert, ce n'est pas un bâtiment qu'on va construire et là, il faudra commencer le site. Le processus, il faut comprendre, il faut suivre 3 étapes, comprendre et cartographier les conditions locales autour de la propriété. Donc déjà, ça nous amène à réfléchir où on va mettre le bâtiment, qu'est-ce qu'il y a autour du bâtiment, évaluer et esquisser les conditions existantes sur le site lui-même et créer un plan de développement de site. Voilà, il faut considérer les coûts à long terme, la sécurité humaine et aussi l'écosystème naturel. Il ne faut pas perturber l'écosystème naturel. Alors, les bâtiments écologiques commencent par une sélection appropriée du site. On doit prendre en considération l'accessibilité, comment arriver à ce terrain, est-ce qu'il y a une route ou pas. Et on doit prendre en considération ce qu'on appelle l'environnement. Est-ce que notre bâtiment, est-ce qu'il va avoir un impact négatif sur l'environnement autour?
et la sécurité. Voilà. Donc, quels facteurs entrent en jeu lors du choix d'un site? Il y a le climat, il y a l'infrastructure, il y a l'environnement, la communauté autour. Donc ce bâtiment il doit avoir un rôle, c'est un bâtiment commercial ou un bâtiment résidentiel, autour. Qui va vivre, les personnes qui vont vivre dans ce bâtiment et le travail qu'ils vont le faire. Donc ce sont des considérations, bien entendu, l'architecte au début devrait le prendre au niveau de la planification durable du site. L'objectif, c'est quoi? On devrait donc penser à minimiser les perturbations des terres, à restaurer l'état des sites dégradés, puisque on peut construire un bâtiment sur un site qui est dégradé, mais on doit le restaurer. La restauration de ce site aussi nous amène, c'est une amélioration pour l'environnement, ça nous permet aussi d'obtenir des points. Comprendre les plans de bassin versant, s'il y en a, tenir compte des implications énergétiques et minimiser les perturbations de l'habitat. Voilà, toujours s'il y a une faune autour, il faut toujours laisser un corridor pour le déplacement de cette faune. Il faut appliquer les meilleures pratiques pour le contrôle de l'érosion, parce que aussi il y a énormément des éléments qui nous permettent de choisir. Voilà, donc ça, c'est-à-dire tous ces éléments-là devraient être pris en considération pour le choix du bâtiment. Mais maintenant, après cette introduction, on va passer pour voir comment sont cotées, comment sont notées les différentes solutions qui sont possibles. Les terrains, en général, on les classe sous 3 catégories de terrains. Il y a ce qu'on appelle les greenfields, c'est-à-dire ce sont des terrains non aménagés, ce sont des terrains qui n'ont pas été modifiés par le remblayage, qui n'ont pas été donc touchés, ce sont des terrains naturels, ça s'appelle greenfield. Ce sont des zones naturelles qui sont déjà préservées. Il y a greyfield, c'est-à-dire ce gris qu'on appelle, ce sont des zones précédemment aménagées mais et laissées non polluées. Donc, et finalement, il y a ce qu'on appelle des sites brownfield. Ce sont des sites qui ont été abandonnés, qui sont disponibles, qui ont servi dans le passé pour autres activités. Il peut y avoir une industrie qui était là, il peut y avoir une décharge pour des ordures ménagères qui étaient là. Donc ça veut dire que ce sont des terrains qui étaient destinés à d'autres utilisations et abandonnés. Et ces terrains pourraient être utilisés de nouveau pour la construction. Ce qu'on appelle, c'est ça. Mais, bien entendu, lorsqu'on va faire entre le greyfield, les terrains sites greyfield, c'est-à-dire grises, ce sont zones précédemment aménagées, mais non polluées, ça pose aucun problème, puisque déjà, comme s'il y avait un bâtiment, on a détruit ce bâtiment et on veut construire un autre bâtiment à sa place. Ça pose aucun problème, puisque dans le temps, il y avait un bâtiment, le site, il est là. Simplement, c'est une réutilisation dans le même sens du site. Mais le problème qui se pose, c'est le choix entre un terrain qui est naturel, c'est-à-dire comme si vous allez à l'extérieur de Marrakech, et il y a des terrains agricoles. Ce sont des terrains naturels agricoles, mais ils servent pour l'agriculture. Et en même temps, il y a à côté de Marrakech un site abandonné qui a servi, par exemple, c'est pour la décharge contrôlée pour le dépôt des ordures ménagères. Voilà. Donc, ce sont 2 sites et on va choisir sur lequel on va mettre le bâtiment. Bon, pour chacun, il y a des avantages et des inconvénients. Lorsqu'on va choisir un site vert, l'avantage, c'est que le terrain n'est pas pollué, mais le bâtiment, il peut causer des dégâts.
à l'écosystème naturel, puisque le terrain qui était un état agricole, qui servait pour les plantations et qui contribuait plus ou moins à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Premièrement, il y avait de la végétation verte, donc l'albédo du sol, il est acceptable et n'emmagasine pas de chaleur. En même temps, les plantations, comme on sait, ils ont une capacité d'absorber le CO2. Donc, on est en train d'éliminer un terrain pour mettre de l'habitation. Et là, il faut de nouveau créer des infrastructures, il faut une route goudronnée ou autre, il faut un réseau d'assainissement, tout ça. Donc, le terrain, mais si on va réutiliser un terrain qu'on appelle brownfield, c'est-à-dire qui a été déjà utilisé mais qui est pollué, il faudrait, avant de construire le bâtiment, il faut dépolluer le terrain. Donc il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Voilà. Ici, on note quels sont les avantages et les inconvénients. Le problème, notre objectif en fait, c'est d'empêcher l'étalement des villes. Voilà, donc pourquoi? Parce qu'on est en train de perdre de plus en plus des terrains agricoles et il faudrait favoriser de construire sur des terrains qui ont été déjà prédéveloppés ou des terrains qui ont été utilisés d'autres choses et préserver le maximum l'espace ouvert et l'espace naturel. En fait, le débat dans tous les pays du monde, actuellement, c'est quoi? C'est les villes sont villes horizontales ou des villes verticales. Donc ça, comme vous le savez, actuellement, le nombre de la population ou d'habitants de notre planète Terre, il est de 8 milliards 200 millions. Donc d'ici 2050, le nombre va augmenter, Inch'Allah, s'il n'y a pas d'autre chose. Mais finalement, toute augmentation de la population nécessiterait une augmentation du nombre de logements, des infrastructures et tout. Donc, les villes sont en train de s'étendre et là, tous les espaces verts sont en train d'être réduits, tous les espaces agricoles, ainsi de suite. On a plus de besoins alimentaires, plus besoin de terrains agricoles et malheureusement, cette augmentation, cette extension des villes, elle est en train de ronger petit à petit tout ce qui reste comme espace vert. Donc la question qui se pose actuellement, est-ce que l'étalement des villes devrait être horizontal ou vertical? Vertical, c'est construire dans la hauteur. Et là, c'est un débat vraiment à tous les niveaux pour voir l'impact énergétique, l'impact sur la vie humaine, l'impact tout ça. Donc on voit ici, je pense qu'au Maroc, cette réflexion devrait être aussi être engagée, puisque vous voyez les villes, comment il y a une architecture et aussi un plan de développement urbain des villes bien respecté. Si vous regardez là-bas, le nombre d'étages des bâtiments ne doit pas être plus que 4, par exemple. À Marrakech, la même chose et tout. C'est-à-dire, ceci ne permet pas de construire des tours administratifs ou des tours pour recevoir des bâtiments de bureaux. Donc, ça veut dire qu'on doit, si on a besoin de plus, on doit étendre la ville. Ça, c'est une réflexion aussi, c'est pas à prendre en considération dans l'avenir. Mais l'objectif, c'est d'initier cette réflexion, puisqu'on va donner des points au bâtiment qui est construit à proximité de la ville ou dans la ville, et ne pas donner des points pour celui qui est à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que ce bâtiment qui est exclu à l'extérieur n'est pas vert. Il pourrait être vert, mais il doit les récupérer, ces points, d'autres options que cette option-là. Là, mais si on a choisi le site, ça veut dire déjà le site où il se trouve une infrastructure et il est à proximité de tous les services existants, le bâtiment, automatiquement, il gagne des points. Donc, voilà comment on oriente dans ce toit. Le choix d'un site prédéveloppé en assis, voilà. Alors maintenant, comment on calcule les points? Finalement, l'architecte ou le maître d'ouvrage
Ils ont choisi l'emplacement de leur terrain et ils nous disent, voilà, on veut construire ici. Nous, on va considérer comme ingénieurs ou comme ce qu'on appelle ambassadeur dans le sens de Grassmed ou ambassadeur ou assesseur dans le cadre des Kobinayat, si les Kobinayat prendraient en considération l'emplacement du bâtiment pour gagner des points, on gagne combien de pourcentage du terrain. Peut-être le terrain, tout a été mis sur un site ouvert ou moitié-moitié entre brown-field et green-field. En fonction de pourcentage, on donne des points. Voilà donc l'idée globale. Et c'est facile. Le score, il est donné de la façon 50, de la façon suivante, pour les bâtiments le bâtiment commercial ou le bâtiment résidentiel. Nous, quand on dit bâtiment commercial, ça veut dire un bâtiment tertiaire, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas destiné à l'habitation. Voilà, simplement. Pas dire école et tout. Et là, on passe directement donc à l'infrastructure existante. On va parler de l'infrastructure existante. Depuis longtemps, effectivement, même les villes romaines et les anciennes villes vise à mettre en place des infrastructures. Jusqu'à maintenant, on a des ruines romaines, c'est-à-dire des infrastructures qui l'ont utilisées dans le cadre des anciennes villes. On voit les sociétés modernes, mais l'infrastructure, c'est quoi? Il y a plusieurs genres. Il y a l'infrastructure. L'infrastructure, ça peut être le réseau d'assainissement et tout. Et maintenant, on a une nouvelle infrastructure qui se développe, c'est l'infrastructure digitale. Parce que c'est l'Internet, et c'est le téléphone, et c'est la télévision, et tout ça. Donc, aussi, ça c'est important à faire. Personnellement, donc, simplement, entre parenthèses, j'ai assisté à un film qui a été fait au Maroc. C'est sur un village dans les montagnes d'Atlas. Et c'est un village qui a été très éloigné. Et il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Donc celui qui a filmé le film, il est resté 3 ans dans ce village. Et c'est un village qui a suivi son cycle de modernisation. Qu'est-ce que ça veut dire, son cycle de modernisation? C'est-à-dire, les gens eux-mêmes, ils ont cotisé pour construire une route pour arriver à ce village. Après, donc, il y a eu l'électricité qui est arrivée. Une fois que l'électricité est arrivée, il y avait la télévision qui est arrivée, la télévision qui a créé des nouveaux besoins, et le village, après, il s'est vidé des jeunes, puisque les jeunes, ils voulaient aller partir, travailler ailleurs et tout. Bon. Ce qui veut dire que le site a été complètement transformé. Avant, il y avait, une fois qu'on a atteint par les routes, on a créé aussi l'infrastructure digitale. Ça peut aussi contribuer à une transformation. Donc là, on prend en considération, est-ce que ça existe ou ça n'existe pas? Là, il y en a des exemples de tout ce que ça peut être des infrastructures. Ce qui est le plus important, c'est l'électricité, l'eau, l'assainissement et la communication et la télécommunication. Et bien entendu, le transport et l'accessibilité. Donc tout ça, à prendre en considération. Et éviter, on dit là, c'est pas interdit, mais dit éviter de construire sur un site sans infrastructure, parce que ça va nous obliger à créer de nouveau les infrastructures. De toute façon, je veux revenir un peu. Donc, ce qu'on a besoin, c'est on a besoin de l'électricité, on a besoin de l'eau, on a besoin de l'assainissement, on a besoin d'un transport et d'accessibilité, on a besoin de la communication, c'est-à-dire aussi ou télécommunication. Si il faut éviter de construire sur un site non développé. Mais si on construit sur un site développé, il y a des solutions. Quelles sont les solutions? Il faut donc
récupérer l'eau de pluie, creuser des puisque finalement on a besoin de l'eau. Donc le mieux, donc faire de la récupération, faire des fosses, comme on appelle un système de traitement des eaux usées sur site. Un système de traitement. Pourquoi? Pour que ne pas déverser les eaux usées, il faut faire un traitement, récupérer les eaux grises qu'on appelle pour l'arrosage des jardins et tout ça. Il faut produire de l'énergie verte, puisque s'il n'y a pas d'électricité, produire de l'énergie verte, c'est-à-dire produire de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, ou même utiliser la biomasse, c'est-à-dire les déchets agricoles ou autres pour l'énergie, il y a une alternative. Si vous permettez pour ce cas, oui. il vaut mieux bien étudier les cas au lieu de calquer une recommandation pour tous les cas. Par exemple, pour l'infrastructure ou l'installation pour la récupération des eaux pluviales. Ouais. Par exemple, nous au Maroc, il y a des régions où il ne pleut plus. Donc pourquoi donner la priorité à une installation et donner de l'argent à une installation qui ne sera pas utilisée, alors qu'il y a d'autres installations qui peuvent être prioritaires pour une région, c'est pas pour une autre. Tout à fait raison. Même pour ce qui concerne l'eau pluviale, on va parler, Adnan, il va vous parler demain aussi, comment on récupère des points lorsqu'on va effectivement récupérer l'eau de pluie, puisque aussi un bâtiment, bon, vous savez, le problème du Maroc, au niveau, comme on a parlé hier, notre région, elle subit un préchauffement 20% de plus que l'autre région du monde, ce qui conduit à une diminution des précipitations. Et déjà, dans notre région, moi je parle de notre région, c'est-à-dire le Proche-Orient et le Nord-Afrique, les pays nord-africains, nous sommes presque dans le stress hydrique. C'est-à-dire que, voilà, hein, on est déjà. On essaie de tempérer un peu, mais malheureusement, voilà. Et là, effectivement, il faut réfléchir comment vraiment récupérer les eaux de pluie. Et on va voir que pour un bâtiment, on peut récupérer l'eau de pluie, mais non, voilà. J'ai insisté sur une installation qui ne peut plus fonctionner ou ramasser la pluie, un bassin qui, avec le temps, peut poser d'autres problèmes pour nous stagner. Donc il faut bien étudier la pertinence de la solution. Oui, exactement, c'est ça. On a parlé un petit peu, mais là, dans les slides, vous avez vu, c'est l'érosion de terrain et tout, il faut la prendre en considération lorsqu'on va faire les plantations. Bah, vous savez que les villes, s'il n'y a pas beaucoup de végétation, toute l'eau de pluie, elle va ruisseler sur le béton, sur les toitures et tout. Il va y avoir des inondations. L'eau aussi, elle n'a pas le temps de s'infiltrer dans le terrain. Tout ça, ce sont des problèmes qu'il faut les voir au niveau de la planification urbaine. Mais la planification urbaine, c'est un sujet très vaste aussi. Mais là, quand on parle un petit peu à l'échelle d'un choix du bâtiment. On va construire, et là, quand on va construire et on veut faire un bâtiment vert, quels sont les moyens, quelles sont les dispositions qui nous permettent de rendre ce bâtiment durable. Vous voyez, donc, là, on parle de la même chose, c'est-à-dire les problèmes de stations de traitement des eaux usées, les drains d'eau, tout ce que l'aménagement de terrain, tout ça qu'on doit prendre en considération. Deux options sont envisageables. Option 1, le bâtiment est situé à proximité d'infrastructures existantes, donc ce qui lui permettrait de prendre des points. Deuxième chose, le bâtiment est situé dans une région sans infrastructure, une fosse d'épuration avec une station d'épuration appropriée et requise. Donc on lui donne une solution pour gagner des points. Mais là, il faudrait donc que l'option, le traitement des eaux et la réutilisation des eaux soit une obligation. Voilà, donc dans ce sens. Et le nombre de points, vous voyez, ça dépend de la catégorie des bâtiments, que ce soit un bâtiment résidentiel ou un bâtiment commercial.
Le bâtiment, s'il est à côté des infrastructures existantes ou s'il n'est pas, on le prend en considération. Sinon, il faudrait qu'il montre que dans le plan, il a pris en considération de faire un système de traitement des eaux usées et un système de réutilisation des eaux grises pour qu'ils puissent récupérer des fonds. Chez nous, Oui. bâtiment commercial, c'est un bâtiment qui a des magasins, c'est-à-dire au rez-de-chaussée, et les appartements, les ménages, au premier étage et deuxième étage. Oui. Alors pour tout ce qui est résidentiel, ils n'ont pas de magasins, mais ils ont des habitations. Donc, est-ce qu'on parle de même c'est-à-dire longueur ou bien même appellation ou bien d'autres appellations? C'est toujours ce système, comme vous avez, il prend en considération le pourcentage. Ça veut dire le pourcentage, c'est-à-dire si vous avez un bâtiment 50% résidentiel, 50% commercial, on applique les 50% résidentiels sur le résidentiel, 50% sur le commercial. Donc c'est clair, c'est clair. En fonction de ça, on partage et on cumule les deux. Voilà, les nombres des points. Voilà. Donc ça, c'est-à-dire aussi, on a vu ce point, on passe maintenant au troisième indicateur. Voilà. Et là, par exemple, ici, on passe à proximité des services de base. C'est quoi la proximité des bases? Comme on a dit, le bâtiment, on doit le placer quelque part. Et les habitants de ce bâtiment, ils ont besoin de se déplacer dans le cadre de leur vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on a besoin à côté de nous? On a besoin des restaurants, on a besoin de pharmacies, supermarchés, librairies, tout ça. Donc il y a plusieurs services qui sont nécessaires et on va regarder le bâtiment, comment il se trouve, comment il est situé par rapport à ces différents services. C'est ça l'idée de ce chapitre. Donc, on les a notés, et ces bâtiments, directement, actuellement sur Google Maps, facilement, on peut prendre directement un screenshot, et sur Google Maps, on peut étudier la distance qui se trouve entre le bâtiment, ou l'emplacement du bâtiment, et les différents services. Et en fonction de ça, on prend. Voilà, les commodités de base doivent être assurées à proximité ou dans les locaux du bâtiment afin de connecter les utilisateurs du bâtiment à la communauté. On tient compte de la nécessité des infrastructures existantes. L'utilisateur du bâtiment doit accéder aux routes menant à la ville afin qu'elles soient entretenues par le service municipal qui s'occupe des rues et des routes. Il faut garder l'esprit, la facilité de transport de ressources. Il faut donc aussi une station de bus, une station de tramway à côté. Tout ça, ces éléments qui doivent être pris en considération. Donc, bien entendu, là, en général, lorsqu'on a un bâtiment qui est à proximité de la ville ou dans la ville, il y a au moins quelques services essentiels qui sont à côté et à proximité, et ça nous permet de prendre des points. Donc ça, simplement pour voir, ça dépend. Le bâtiment peut être un bâtiment commercial et un bâtiment résidentiel. Le résidentiel, il a besoin beaucoup plus de ce genre de services que les bâtiments commerciaux. Les bâtiments commerciaux, ils ont moins besoin. Par exemple, l'école, la pharmacie et tout ça, ça c'est pour le résidentiel. Ils gagnent beaucoup plus de points. Tandis que lorsqu'on est dans le commercial, on ne gagne pas les mêmes points. Je regarde le tableau directement. Donc, on a pour les bâtiments commerciaux, on a seulement 2 points qu'on peut gagner, donc le minimum score, on a 4 points qu'on peut gagner pour les bâtiments commerciaux. Le premier, c'est-à-dire si on a 100 mètres, si on a ce bâtiment à 100 mètres de distance par rapport à une station de transport en commun, une station de transport en commun, ça peut être
une station de bus, ça peut être une station de tramway, ça peut être train. Vous ne l'avez pas, mais ailleurs, ça peut être une station de métro. C'est-à-dire, c'est une station. Si ce bâtiment commercial ou un bâtiment tertiaire, il se situe à moins de 100 mètres par rapport à une station de transport, il gagne 3 points. Et si par exemple il est à 150 mètres, il perd les 3 points? Il perd 3 points et c'est la deuxième. Si moins de 500 mètres, il gagne 1 point. Non, ça c'est pour les restaurants. Par exemple, du transport public. Voilà, le transport, oui, le transport public, il perd s'il est, Il perd les 3 points. il perd 3 points. Il perd 3 points. Là, on a mis ça comme ça. Donc, mais ça, effectivement. Il a posé une question très pertinente. Est-ce que, ma question maintenant pour vous, est-ce que Eco-Binayat, c'est-à-dire ce que le label, est-ce qu'il prend en considération ces points-là, le transport et les distances? Non. Il fait référentiel l'enveloppe du bâtiment. Oui, mais donc ça veut dire que vous travaillez dans la première catégorie, dans la première. Je pense qu'il y a toujours une confusion entre le label et c'est pas le logiciel de simulation. Vous parlez du label. Vous parlez du label ou du Non, la réglementation, oui. Je parle de label de bâtiment vert, c'est-à-dire du label. Puisque, comme vous avez vu, les labels des bâtiments verts, il y a plusieurs catégories qu'on a dedans. Donc, ça dépend. Nous, on a essayé de mettre dans GRASMED le plus grand nombre de catégories et des indicateurs. Donc, bien entendu, ce que vous dites maintenant, ça attire notre attention. Ça veut dire que c'est vrai, 100 mètres, ça peut être, il ne faut pas perdre les points. Je suis pour qu'on ajoute ici moins de 500 mètres, on gagne 1 point. Par exemple, si c'est à moins de 100 mètres, il gagne 3 points. Si c'est à moins de 100 mètres, il gagne par exemple 2 points. Si à moins de 200 mètres, 2 points, moins de 300 mètres, 1 point. Je suis tout à fait d'accord. C'est une bonne proposition finalement, on peut facilement l'ajouter. Donc là, aujourd'hui, on a pris la décision, ce n'est pas la peine de revenir. On va ajouter ça pour la distance. Voilà. Donc, pour les bâtiments, les bâtiments résidentiels, c'est la même chose, c'est-à-dire les distances de restaurants, les distances donc, de l'école, de la pharmacie, d'une banque, de bureau de poste, ainsi de suite, de supermarchés, en fonction de la distance, moins, voilà. Donc ça permet aussi, pourquoi? Parce que si quelqu'un, à ce moment-là, il a choisi le site pour construire dans un endroit, il y a l'infrastructure, et c'est prédéveloppé, il y a tout à côté, on lui donne des points. Parce que ça, c'est une contribution à la réflexion globale. Et en tout cas, je vais vous présenter à la fin le website, c'est-à-dire ça, c'est un GRASMED où tout se trouve dedans après. Donc, et n'importe qui peut entrer tout seul. Pour entrer tout seul, réviser un cours et faire un auto-examen. C'est ça. Donc, nous, l'objectif, c'est cette culture des bâtiments durables, elle soit donc disséminée à une large échelle. Alors maintenant, on a vu les 3 points, on arrive maintenant aux plantations, c'est-à-dire vous avez construit votre bâtiment, mais attention, autour de votre bâtiment, un bâtiment n'occupe pas un terrain à 100%. Il y a toujours autour d'un bâtiment un espace qui est laissé pour ne pas, les bâtiments ne sont pas 100% occupés de terrain. C'est obligatoire dans n'importe quelle réglementation urbaine, il y a obligatoirement un coefficient d'occupation d'espace et un coefficient d'occupation de sol. Et cet espace qui se trouve autour du bâtiment, il est destiné en général pour le parking des voitures en général. Il est utilisé pour d'autres utilisations. Nous, on va dire, attention, tout l'espace qui est autour du bâtiment,
le mieux, c'est de le faire un espace vert, plantation. Ça peut être plantation des arbres, ça peut être des gazons, des herbes, ça peut être. Il dit, même si vous voulez garer des voitures, à ce moment-là, comme on a dit, il y a des solutions pour réduire l'impact sur l'environnement, de ne pas mettre un béton, de mettre d'autres structures pour le parking du sol, et même une structure, une couverture de ce parking pour diminuer son effet. Et cette plantation, il y a une discussion là-dessus, c'est-à-dire on parle de ce sujet, surtout dans les pays où on est en stress hydrique, il ne faut pas mettre des plantations qui nécessitent énormément d'eau. Donc ça, c'est un objectif. Donc nous, on a vu ça dans certaines villes au Proche-Orient où ils ont mis énormément donc, des gazons à l'extérieur, mais finalement, ces gazons où ils ont besoin toujours de l'eau, et c'est une eau potable qui s'en va. Après, on n'a plus le choix. Soit on les laisse mourir, soit on les met en compétition pour l'eau. Mais vous trouvez certaines villes où il y a vraiment, par exemple, si vous allez, je ne veux pas dire que c'est vert, mais quand même, si vous allez donc à Dubaï, il y en a beaucoup de plantations vertes, malgré que le climat il est très chaud. Pourquoi? Toujours dans les rues, au-dessus de rues, voilà, ils ont. En fait, il y a de la chaleur, mais d'où ça vient cette eau? En fait, cette eau, elle vient de traitement des eaux usées. C'est-à-dire, ils récupèrent les eaux usées, ils font le traitement des eaux usées, ils obtiennent ce qu'on appelle de l'eau grise. L'eau grise, elle peut être utilisée pour arroser des plantations, mais elle n'est pas utilisable pour arroser ce qu'on appelle tout ce qui est arbres fruitiers ou tout ce qui est, par exemple, légumes ou ainsi de suite, les légumiers. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait être, mais elle nécessite un traitement avancé. Mais pour les gazons et tout qui se trouvent au milieu de la route, qui sépare le chemin, on peut le faire. Et en plus, là, on va vers le système d'arrosage, c'est-à-dire par goutte ou ainsi de suite. Ce qui veut dire, on peut garder ce système, c'est-à-dire de végétation, mais deux choses. Tout d'abord, il faut choisir des plantations qui n'ont pas besoin beaucoup d'eau, ça premièrement. Et deuxième chose, l'eau d'arrosage devrait prévenir de l'eau grise, c'est-à-dire de traitement des eaux usées. Donc, tout simplement. L'eau d'arrosage provient de l'eau grise. Oui. Mais pour les gazons, je vois que dans la majorité des endroits, ils souffrent parce que le climat est un peu. Ouais. Maintenant, il est un peu sévère, donc il y aura besoin d'être arrosé à chaque fois. Et donc, d'où vient la question de la pertinence des choix des types de plantations. Exactement. Si vous regardez aussi, là on passe autre parenthèse, mais en Australie, ils ont aussi des vagues de chaleur énormes en Australie. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils obligent les gens pendant ces périodes à vider les piscines. Ils n'ont pas le droit d'utiliser les piscines, donc, et ils n'ont pas le droit à laver les véhicules qu'une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Donc on met de plus en plus maintenant des normes strictes sur l'usage et l'utilisation de l'eau. Donc ça aussi, c'est une réflexion à mener. Et voilà. Mais les plantations sont tellement nécessaires, mais on a dit que ces plantations devraient être mises en place et favoriser les plantations qui ont le moins de besoin d'eau et celles qui peuvent être arrosées par l'eau qui provient de traitement des eaux usées. Voilà. Là, on parle des plantations de sud avec les différentes classifications, les avantages, c'est-à-dire les plantations sur site, c'est quoi l'objectif? Elle améliore la connexion avec la nature, c'est-à-dire on se sent une partie de la nature. L'homme ne peut pas vivre dans le béton, ça peut lui causer plein de problèmes, d'anxiété et tout. Donc on n'est pas... la protection de la faune naturelle, on a besoin de la faune naturelle aussi, il faut la protéger. La qualité de vie,
Voilà. L'équilibre artificiel et naturel entre les deux, puisque l'artificiel, c'est le logement, c'est le bâtiment à l'intérieur. Le naturel, c'est être en contact avec la nature. Les zones de divertissement, voilà. Si on est dans un bâtiment, on travaille, on sort, il y a un jardin, ça fait un grand plaisir de rester au-dessous de l'arbre et tout ça. Si l'espace à l'extérieur, même s'il est aménagé mais artificiel, il ne donne pas la même sensation de bien-être. Donc là, la valorisation des propriétés, lorsqu'on a un bâtiment entouré d'une végétation, c'est beaucoup mieux et c'est valorisable. Donc, si on peut incorporer les plantes dans le bâtiment, autour du bâtiment, vous voyez maintenant dans certains pays de l'Asie, de l'extrême Asie, tous les bâtiments sont verts, c'est-à-dire les façades, les toitures et tout ça. Donc on essaye de créer des villes. Le bâtiment il est caché sous une plantation ou sous une végétation. Ça, on s'oriente de plus en plus vers ceci. Donc ça peut améliorer la santé, le confort, le bien-être et productivité des occupants du bâtiment. C'est plus agréable, ce qui peut réduire les niveaux d'abstentionnisme et augmenter la productivité. Si on a un endroit de travail agréable entouré d'une plantation, ça favorise, ça encourage les gens à venir et tout ça. Donc, peut être divisé en 3 zones principales, les avantages. Donc, c'est une santé physique, santé mentale et économique, au niveau, puisque ça réduit les besoins aussi de climatisation. Ça permet aussi d'améliorer la qualité de l'air, d'abaisser la tension artérielle et réduire les stress, tout ça, et réduire l'inflammation de la corps et renforcer le système immunitaire, puisqu'on a tenu compte de si on vit dans un espace toujours béton et tout ça, pas en contact avec la nature, ça endommage aussi même la santé. Les avantages, il y en a de nombreux avantages. Et là, on ne va pas les récupérer, on ne va pas parler. Vous voyez, même on peut aller vers les façades vertes. Les façades vertes, on a de plus en plus maintenant des bâtiments qui utilisent ce système de façade verte. C'est une sorte de plantation qui ne nécessite pas beaucoup d'eau et qui peut être... elle peut contribuer aussi à l'ombrage des façades, de réduire les gains solaires et ça fait aussi beau. Alors, bien entendu, ça c'est la façade verte, ce sont les avantages de façade verte, ce tampon, puisque ça peut créer, comme on a dit, une protection, et c'est biodiversité habitat et conception biophilique. On va parler de la biophilie demain, mais c'est à tous les niveaux, c'est une isolation thermique et ainsi de suite. Vous voyez, les toits verts, ça rentre dans cette catégorie, puisque lorsqu'on dit mais les toits verts, ils sont dans les plantations et en même temps on les a vus dans l'enveloppe du bâtiment. Mais là, c'est un tout, puisque les plantations peuvent être autour du bâtiment, mais aussi on peut faire la plantation sur la toiture. Ici, on donne quelques éléments techniques pour le choix de ces toitures. Vous pouvez les dire, puisque là, on ne va pas... Quelles sont les différentes couches qu'il faudrait mettre lorsqu'on va construire une toiture verte? C'est pas, on va mettre de la terre sur le toit et on fait la plantation. Ça marche pas. Ça marche pas. Mais il y en a beaucoup qui sont allés un peu plus loin, même pas loin. Dans un bâtiment où il n'y a pas de toiture verte, ils essayent de mettre des bacs donc, qui sont indépendants, c'est-à-dire au-dessus des toits, avec de la terre et tout ça, et ils font de la plantation verte au-dessus. Donc ça, c'est aussi possible. Et là, c'est autonome, il n'est pas lié à la toiture, à la structure de la toiture. Il suffit seulement d'assurer un drainage et un arrosage. Alors maintenant, aussi, les plantations, on a besoin des plantations à l'intérieur des bâtiments. Là, on va reprendre dans l'autre module, c'est la biophilie.
puisque même à l'intérieur, on peut avoir des plantations. Donc ça améliore la qualité de vie. Voilà donc un exemple aussi des façades. Voilà donc comment la façade elle est mise devant, et ainsi de suite. La constitution d'une toiture verte, comment on doit la faire, quelles sont les considérations. On voit un exemple des villes ici sur ce schéma avec des toitures vertes, voilà, qui montrent l'importance de ce choix. On parle de la technologie, on parle de tout ça, donc vous trouvez ici tous les éléments nécessaires. Voilà. Mais on va directement vers le calcul. Le calcul, c'est quoi? C'est la plantation, voilà, sur le site disponible autour de bâtiments. Voilà, je vous donne, on va prendre un exemple grossier. Vous avez un terrain de 2000 mètres carrés. Et 2000 mètres carrés, et vous avez construit un bâtiment de superficie sur le sol de 1000 mètres carrés. Donc ça veut dire l'espace disponible qui n'a pas été construit, c'est 1000. Voilà. Sur ces 1000 mètres carrés qui restent, quelle est la surface sur laquelle vous avez mis des plantations et des arbres? Si sur les 1000 qui restent, vous avez mis 1000, donc ça veut dire tout, donc on gagne le nombre de points maximal. Si on a mis 50%, on gagne 50% de points. Et c'est proportionnel comme ça qu'on fait. Voilà. Donc là, on vous donne des exemples, c'est-à-dire comment on fait le calcul, mais simplement, c'est à vous de voir qu'il s'agit seulement d'une proportion. Ça veut dire on calcule la surface et on calcule la surface où il y a la plantation. Vous voyez ici, par exemple, à gauche, c'est un bâtiment, et tout autour du bâtiment, dans l'espace qui est il est espace vert, où il y a la plantation, et il reçoit des plantes. Donc voilà, ça vous permet de voir comment on peut gagner des points. Et maintenant, les points sont faits de la façon suivante. Bon, pour répondre à votre question, le système GRASMED actuellement n'est pas un système de certification. C'est un système d'auto-certification. Ça veut dire qu'on n'a pas un certificat en bonne et due forme qu'on va donner. C'est un pré-certificat. Qu'est-ce que ça veut dire pré-certificat? C'est-à-dire, ce système, on a deux niveaux de certification. L'autocertification première, quelqu'un qui veut construire un bâtiment, il rentre dans GRASMED, il va trouver une série de questions. Est-ce que vous voulez, par exemple, votre système d'isolation va être supérieur à la réglementation de 20%, de 20-30%, de 40%, c'est-à-dire le niveau de performance énergétique de l'enveloppe. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il dit 20%, il coche 20%. Est-ce que le site sur lequel vous avez construit s'est prédéveloppé à 20%, 30%, 40%? Il peut coucher, voilà. Est-ce que vous allez mettre de chauffe-eau solaire? Il va dire oui ou non, et vous allez satisfaire tous les besoins, 30% de besoins, 40% de besoins. Est-ce que vous allez mettre de photovoltaïque? Toutes ces questions-là qu'on a traitées, ce sont donc des questionnaires sur lesquels il doit répondre, tic, 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 tic. Une fois qu'il a répondu à tous ces questionnaires, il va obtenir à la fin ce qu'on appelle c'est-à-dire autocertification, que le bâtiment, comme votre projet veut le faire, ça n'existe pas le bâtiment, ou les idées de construire selon cette façon, vous permettraient d'obtenir un bâtiment de niveau level 2 GRASMED ou level 3 ou 4. Lui, il sait à ce moment-là que ces options qu'il a choisies pourraient conduire à un bâtiment vert et durable. Mais c'est simple pour l'encouragement. Donc maintenant, et deuxième chose, nous on fait ce qu'on appelle la pré-certification. C'est quoi la pré-certification? Voilà, maintenant il a fait ses plans et il veut vraiment avoir une pré-certification. Il envoie toute la documentation qui vérifie que les matériaux utilisés qu'il va les utiliser, c'est éco-construction, la constitution des parois des bâtiments, de l'enveloppe, l'épaisseur de l'isolation, tous ces éléments dont on a parlé, il va les faire. Alors maintenant,
Qui va faire ça pour ça? Ça va faire l'ambassadeur. Ce qui veut dire, voilà, vous avez suivi ce cours, mais on a suivi un cours général. Mais vous pourriez aller dans une autre étape et obtenir un certificat d'ambassadeur GRASMED. C'est quoi ambassadeur GRASMED? Là, on n'a pas passé des examens, on a passé des tests rapides, vous allez voir. Mais si vous suivez, vous allez sur la plateforme, vous allez donc continuer un peu plus de façon approfondie ce qu'on a donné. Vous dites, voilà, je suis prêt de faire un examen, on va vous faire un examen par Internet et vous devez obtenir un certificat, vous êtes ambassadeur. Donc ce certificat ambassadeur pour faire les pré-certificats, peut-être cette formation en ligne. Oui, c'est-à-dire une fois, voilà. Alors maintenant, puisque pour faire un pré-certificat GRASMED, on a besoin de documentation. Et qui va donner cette documentation? C'est quelqu'un qui va la soumettre, la documentation. Qui va la soumettre? C'est le mieux qui va la soumettre, c'est l'ambassadeur, celui qui connaît qu'est-ce qu'il va soumettre. Par exemple, voilà, vous êtes à la main, vous avez, il y a parmi vous 4-5 ambassadeurs. Vous voulez tester un bâtiment pour voir si ce bâtiment il est là. L'ambassadeur, il remplit le formulaire et il attache quelques documents qui permettent de juger que de vérifier. Et là, le système GRASMED vous donne une pré-certification, c'est-à-dire que ce bâtiment, voilà, ça pourrait être certifié dans le futur. Mais nous, on ne fait pas la certification. Voilà. Pourquoi? C'est juste pour ces ambassadeurs que la formation est chez vous et pour n'importe quelle personne, on peut dire, parce que pour nous, moi je parle des équipements publics, pour pouvoir vérifier les équipements actifs, aussi la Constitution, ça demande un peu d'expertise et de technique. Voilà, exactement. Donc, au moins, il doit remplir certaines conditions. Exactement. Je demande ce que c'est exigé et comment faire, parce que ça nous intéresse vraiment pour faire cette évaluation, parce qu'on assure la maîtrise d'ouvrage délégué, donc on doit accompagner les maîtres d'ouvrage à prendre cette décision pour avoir des bâtiments verts. Donc on doit faire, c'est-à-dire les estimations, on va avoir les outils pour les Exactement. Ça l'objectif de l'ambassadeur, puisque finalement là, vous avez fait une formation générale, GRASMED. Mais vous avez vu, vous avez une connaissance de GRASMED. Ambassadeur, on va un peu plus dans les techniques, c'est-à-dire pour les chauffe-eau solaire, pour la climatisation, pour tout, on va aller plus loin. L'ambassadeur, si vous voulez obtenir l'ambassadeur, c'est quelque chose qui est gratuit et qui vous donne confiance en vous-même, puisque vous allez donc suivre des cours sur la plateforme, qui sont des cours tout à fait gratuits, mais ça vous permettrait donc de connaître, si vous avez un manque de connaissances dans un domaine, vous pouvez l'obtenir. Une fois que vous avez obtenu ce certificat d'ambassadeur, ça vous donne confiance en vous-même. Et comme vous avez dit, madame, vous pourriez à ce moment-là s'intégrer plus dans la vérification et tout. Ça veut dire que si vous avez des ambassadeurs, ces ambassadeurs pourraient dans le futur leur faire un examen pour votre label de certification de bâtiment vert et devenir assesseur, mais accrédité à Mai ou accrédité voilà, dans d'autres pays. Tout. Mais nous, on enforce dans tous les pays voilà, le niveau de connaissances techniques au niveau des bâtiments verts. Après, ces gens qui ont été formés sur GRASMED, ils pourraient donc ils pourraient travailler avec leur agence et être des assesseurs pour leur propre système vert. Voilà, pour votre considération, on facilite les choses, mais je suis sûr et certain que si un bâtiment il est pré-certifié GRASMED, il pourrait, d'après ma connaissance personnelle des réglementations techniques de la région, il pourrait être facilement labellisé vert sous n'importe quel système national. Parce que pour notre label, voilà. Ça peut... de la constitution du comité de labellisation, c'est pour ça que je pose cette question. Voilà. Donc au niveau institutionnel, structurel, nous on forme les personnes
Et vous allez donc voir dans chaque pays comment utiliser ces personnes qui ont été formées déjà, qu'on a fait un pas important, et comment donc faire procéder et tout. Sachant que, comme vous avez dit hier, le grand problème, ça devient, c'est-à-dire, c'est l'information et la sensibilisation. Là aussi, on va sensibiliser, puisque si vous avez un espace, vous aurez un espace sur la plateforme pour le Maroc, et dans cet espace, vous pourriez faire la promotion pour votre système de bâtiments verts, vous pourriez faire ce que vous voulez. On peut échanger, c'est un espace d'échange. Les ingénieurs, les architectes et tout peuvent se renseigner ici. Donc là, on augmente la communication autour de ce qui est bâtiment vert. On essaie de parler un même langage tous ensemble dans la région. Voilà.